C'est cela la démocratie congolaise. Non, Jean-Marie, Oui. j'ai dit ceci. Les gouverneurs c'était... Jean-Marie, quand des gens se tapent sur la poitrine, ici, pour d'autres que nous avons organisé, qu'ils reconnaissent aussi que nous avons été en panne pour organiser des élections provinciales. Oui, mais c'est quand même et que ce sont des relations fondamentales. C'est une première. Non, pardon, Jean-Marie, ça va tourner. je termine. Oui. C'est une des élections fondamentales, surtout dans le processus de décentralisation. Qui vont arriver. Merci beaucoup. Oui, Merci. Daniel. Je crois que les élections dans ce pays, les fiascos, on en a connu depuis les années 77. Hein, les premières élections, oui, ça a fait un fiasco, voter avec Mobutu. Mais si je ne défends pas Ngoï Mulunda, je suis en train de voir les responsabilités qui doivent revenir à l'État. La réalité. La réalité. Regardez où naît l'échec de Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda n'échoue pas de lui-même, il échoue par rapport à la classe politique. Je vous montre deux choses. Au gouvernement. Il y a ce qu'on a peut-être Mike, pour votre information, il y a ce qu'on appelle la loi électorale. Oui. Il y a ce qu'on appelle les calendriers électoraux. Ngoï Mulunda élabore les calendriers électoraux sans avoir a priori la loi électorale. Or, pour qu'on arrive à élaborer les calendriers électoraux, il faut a priori avoir la loi électorale. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'erreur du Parlement, c'est l'erreur du gouvernement. Ngoï Mulunda est resté figé à attendre la loi électorale Qui n'arrive pas. Et que lui déjà, à son niveau, il avait déjà élaboré les calendriers électoraux qui n'avaient pas d'impact parce que les calendriers électoraux devaient être en harmonie avec la loi électorale. Or, la classe politique a traîné des pas. Comme c'est le cas avec la nouvelle... J'en arrive. Oui, c'est j'en la arrive. majorité. J'ai Pardon, dit la Jean-Marie. classe politique a... Non, Oui, quand évidemment. la majorité a voulu faire la révision en 2 jours, elle l'a fait en 2 jours. Cette majorité-là N'accuse aussi, pas, non. c'est la classe C'est politique. une partie de la classe politique. C'est Évidemment. la majorité qui a traité. Quand elle a voulu faire passer la révision constitutionnelle en 2 jours, elle l'a fait. C'est son parlement et c'est pas Mike, on a compris votre tendance. Ngoï Mulunda a été bloqué devant 2 choses. Peut-être l'opinion n'a jamais été au courant de cela. Ici, je ne défends pas Ngoï Mulunda. C'est le principe. C'est le principe même. La loi électorale a vu les jours après les calendriers électoraux. Ce qui fait que Ngoï Mulunda était bité. Bité parce qu'il a attendu longtemps la loi électorale. Et quand la loi électorale est arrivée, il était obligé d'harmoniser et adapter les calendriers par rapport à la loi électorale. Conséquences. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, Ngoï Mulunda travaillait dans la précipitation. Parce que les délais qu'il avait pour travailler ne lui avaient pas permis par rapport à ce qu'il attendait la loi électorale. La loi électorale a vu les jours vraiment en retard. C'est comme s'il n'y avait pas une volonté d'organiser, n'est-ce pas, les élections à un certain degré. Donc, les 2 astuces qui sous-tendent la loi électorale et les calendriers électoraux avaient pratiquement bloqué Ngoï Mulunda. Mais j'aimerais terminer par là. Oui. J'aimerais terminer tout en éclairant rapidement. Il y a ce qu'on appelle l'autonomie des diocèses dans les cas Malumalu. Chaque diocèse est autonome. Oui. Chaque évêque est autonome. Pour les cas d'espèce, Malumalu est lié à son évêque qui est Sekouli Mechisedek. Jusque-là, Oui. nous voudrions... Sikouli. Sikouli, merci beaucoup. Oui. Jusque-là, nous voudrions avoir un son de cloche de son évêque. Mais lui, il est serein, c'est cool. Comme il est serein, ça veut dire que son évêque lui a donné l'autorisation, son évêque lui a Et permis... Mike, il ne croit toujours pas. J'en arrive. Il connaît le J'en rapport. arrive. Je peux Et lui je donner le terminerai rapport par là. entre Je Malumalu terminerai- et son évêque. Hein. Je Il y a terminerai des choses par qu'on ne là. peut pas dire sur un plateau télé. Au fait, nous, la population a été piégée, le peuple comment a été piégé. Piégé dans ce sens que la loi elle-même, la loi que le chef d'État avait promulguée, avait prévu que le président de la CENI ne sortira que de la société civile. Mais cette fois-ci, dans une sous-composante de la société civile qui, n'est-ce pas, est les confessions religieuses. Ce sont les confessions religieuses qui l'ont élu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Là où nous devons nous apprendre en premier lieu à son évêque, que son évêque nous dise s'il est d'accord. Oui. Deuxième aspect, nous devons nous apprendre, n'est-ce pas, aux confessions religieuses. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais on a bien L'Église est la gardienne ou les Et l'Église est responsable. Les confessions religieuses Absolument. constituent les gardiennes. Merci n'est-ce pas, beaucoup. de la Il faut qu'on morale. gagne du temps parce qu'on a un gros deuxième sujet qui est important. Le sujet est important. L'actualité n'en attend pas. Oui. Ça fait 3 émissions. On revient C'est sur pour cette ça que je dis question. qu'on gagne du temps. Malumalu vous a répondu. Il a dit ce problème, c'est moi et mon église. Laissez Malumalu répondre. Pourquoi vous... On a compris. Je vais terminer. Oui. Quand il fait l'apologie des élections organisées par... Ne fais pas l'apologie, Je il ne fais pas explique. l'apologie. Je Il suis explique. dans les précisions. Oui, il n'a pas totalement tort. Mais l'histoire retiendra, malheureusement, Que en 2011, le Congo a organisé ces lorsque élections. le Congo organise ses élections, il y a eu des circonscriptions où il y avait plus de votants
Oui, mais ça, ce sont les péripéties. Ça, ce sont les péripéties. Oui. Surtout au Katanga. Ce sont les péripéties. Je commence par où Paul Diakès a terminé pour dire l'histoire retiendra aussi que ceux qui voulaient incendier le pays, si jamais on n'organisait pas les élections à cette date-là, allaient le faire. Oui. Mike a oublié de préciser, à la litanie de tout ce qu'il a cité, il a oublié de relever un élément important. C'est vrai, le gouvernement a toute la responsabilité, mais Mouloud avait pris les commandes de la CENI à quel moment? À combien de temps des élections? Mike a oublié d'ajouter un élément important, que l'organisation de ces élections-là était un test réellement, tant pour la majorité que l'opposition. Et quand il dit c'est le scrutin présidentiel qui a beaucoup d'intérêt pour les uns, non. C'est d'abord la pression de l'opposition qui tenait, a fortiori, qu'on commence par élire le chef de l'État, étant donné que pour cette opposition, c'était un monsieur tel qui devait automatiquement passer comme président de la République. Parce que si vous élisez les députés à bas, automatiquement vous avez la majorité. Si l'opposition y tenait, elle continuerait avec la même pression pour qu'on aille aux élections provinciales. Mike sait pourquoi la pression a baissé d'un cran immédiatement après l'organisation. Merci beaucoup. Alors on va justement changer de sujet si vous voulez bien, pour parler quand même de la politique africaine, parce que on est très suivi, notamment dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment à Kigali, au Rwanda, d'ailleurs où nous avons beaucoup de messages qui nous parviennent pour nous féliciter pour les 3 ans, etc. Mais parlons politique tout de même. Daniel Safou, on apprend depuis 3-4 jours maintenant que le régime de Kigali est en train de montrer les signaux de bonne volonté. Tanguy Mungu, qui était l'ancien président, qui était réfugié en Belgique, a demandé l'autorisation de revenir. Apparemment, on le lui a accordé. Victoire, c'est la dame qui a son parti politique a été condamné. On semble revoir un peu son procès. Et puis, il y a un parti de gauche, écologique, enfin, de Verts, qui pouvait avoir l'autorisation de fonctionner. Donc, la fin du monopole FPR au Rwanda. Et en même temps, on voit des convenus au Congo. Makenga blessé. Il n'est pas blessé, Jean-Marie. Enfin, c'est ce qui mais il est dans un état critique. Pas du tout. J'ai eu des sources dans son entourage. Alors, mais beaucoup de gens, je vous dis, beaucoup de sources le disent aussi. C'est le colonel Castro qui a été touché. Alors, il y a eu de la désinformation. C'est le colonel Castro qui est tombé dans une embuscade. Alors, d'accord, non, mais semble-t-il, le chargé de finances, le petit frère de Kunda, un certain Chisco, entre guillemets, qui est en train d'être activé du côté de Kigali là-bas pour gérer les affaires d'M23. Mais on sent moins Kagame qui a confirmé qu'il ne sera pas candidat pour se succéder, les Dauphina, etc. Alors, question majeure, je l'ai lu dans une tribune de la diaspora rwandaise ce matin, qui demande, allez à Kigali, vous ne verrez pas un seul Hutu dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Non, au fait, ce n'est pas que Kagame est tenté de changer. Au fait, l'homme va vers sa fin. En latin, on dit quid la tête apparaît vite. Tout ce qui est caché finira toujours par triompher. Oui. Vous savez, aujourd'hui, pour ce qui se passe au Rwanda, c'est la pression internationale. Ce n'est pas la volonté de puissance de Kagame lui-même ou la conversion de Kagame d'une religion à une autre. Non, il y a une pression permanente par rapport au problème du Congo, par rapport, n'est-ce pas, à l'Afrique centrale. Il y a une pression permanente. Je vous fais allusion, n'est-ce pas, des propos qu'a tenus dernièrement, n'est-ce pas, le président tanzanien, quand il dit notamment, pour qu'on arrive à régler les problèmes au niveau de l'Afrique centrale, il faut discuter avec les Hutus. Il faudrait que le Rwanda organise, n'est-ce pas, un dialogue avec, n'est-ce pas, les réfugiés. Oui. Le vrai problème, c'est où? C'est au niveau même de la terre. Vous savez, au lendemain de la chute d'Abiyarimana, il y a une peur, il y a une frustration qui avait habité, n'est-ce pas, le régime de Kagame. Ça veut dire quoi? Ces gens qui ont quitté le pays, ces gens que nous avons renversés, ils ont traversé avec chars, armes, munitions, chèvres, enfants et filles, ces gens-là. Donc ils peuvent revenir. Tôt ou tard, ils pourront, n'est-ce pas, revenir. Oui. Ça devient un prétexte pour Kagame. Lequel prétexte? Pour chasser ces gens-là, exterminer ces gens-là. Et aujourd'hui, avec la pression, n'est-ce pas, internationale, on impose à Kagame, à Kagame les dialogues. Il faut que ces gens-là retournent. Si ces gens-là ne retournent pas, c'est dangereux.
Voyez ce qui s'est passé, la dernière déclaration de Kagame, quand il dit par exemple, jusqu'au 30 juin, si les réfugiés rwandais ne regagnent pas les Rwandais, d'office ils vont devenir Congolais. Oui. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux dans la mesure où il veut simplement montrer qu'il se pose les pommes de la terre. C'est-à-dire, ceux qui sont là, ils ne reviennent pas, ils peuvent, n'est-ce pas, prendre les terres qu'ils occupent aujourd'hui. C'est à notre gouvernement d'être intransigeant. Je vais juste compléter la question. Dans le document que nous avons lu, il est dit on a modernisé Kigali, mais ceux qui habitent Kigali, ce n'est pas tous les Rwandais, c'est les Tutsis seulement. Non, au fait, aujourd'hui, je vous donne une information plus rapide. D'ailleurs, c'était sorti dans les potentiels, où Kagame a voulu forcer le recrutement des jeunes pour aller renforcer les M23. Qui ont refusé. Certains se sont réfugiés en Ouganda. Il y a une perte de leadership dans les chefs de Kagame. Aussi, la quête d'un nouveau leadership en Afrique centrale. C'est là où Kabila doit saisir le bon. Il doit jouer ce rôle-là en tant que président du Congo, le Congo et le Grand Congo. Les Grands Congo. Aujourd'hui, il y a une crise de leadership au sein, n'est-ce pas, du pays des Grands Lacs. Il y a une forte substance qui est en train de quitter Kagame petit à petit. Il est en train de perdre la position qu'il a occupée hier. Et vous voyez, il y a des montées de voix. Il y a un nouveau leadership qui est en train de se chercher. Quand vous prenez le président tanzanien qui prend son courage pour dénoncer le comportement machiavélique, n'est-ce pas, de Kagame, et dénoncer le comportement machiavélique. Ce n'est pas le règlement des comptes, on va dire, sous-régional. Non, il n'y a pas les règlements des comptes. La Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, non? Non, il n'y a pas les règlements des comptes. Oui. Ça, moi, en fait... Parce qu'il y a beaucoup de réfugiés rwandais en Tanzanie aussi. Non, je suis en train de le dire. Oui. Ce n'est pas un règlement des comptes. C'est une pression internationale. C'est une pression même au niveau, n'est-ce pas? À cause du soutien d'Obama qui passera par la Tanzanie? Non, dire qu'il y a le soutien d'Obama, nous devons quitter ce stade-là. Mais c'est Jean-Marie. Moubarak avait le soutien des Américains. Moubarak avait une armée puissante. Il avait des services de renseignement aussi aguerris. Mais il est où? Il est tombé. Moi, je crois que nous devons quitter ce stade-là. Tel président collabore avec tel président puissant. Moi, je crois que c'est un problème de management politique maintenant qui s'opère au niveau de l'Afrique centrale. Oui, non, Jean-Marie, d'abord une information. J'ai vu tous les médias ont diffusé cette information. Et j'ai 20 ans dans la presse, je sais comment les officines manipulent la presse ici. Makenga est bien dans son QG. Makenga n'a pas été touché. Il n'est pas hospitalisé en Ouganda. Mais qu'on dise dans quel hôpital. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'aucun média international n'a donné cette information. Le colonel Castro est tombé dans une embuscade, qui est le chargé des finances. Quand vous parlez du petit frère de Nkunda, il n'est pas à Kigali. Le petit frère de Nkunda est dans l'état-major. Migo est dans l'état-major du M23, donc il est déjà là-dedans. Donc, je peux avoir la prétention... Donc, on a l'assurance maintenant que ce sont les Rwandais qui... Je peux avoir la prétention d'avoir des réseaux de ce côté-là. J'ai fait 2 ans au Rwanda, donc en tant que journaliste, j'ai gardé mes réseaux d'information. Je crois que nous sommes en train de nous tromper sur l'analyse que j'entends de Daniel, qui dit que... Donc pour vous, Kagame ne se souffle pas? Non, je suis en train d'avancer, Jean-Marie. Nous nous trompons beaucoup. D'ailleurs, nous ne devons pas penser que notre problème, nous les réglons par... Non, on parle Afrique. Je suis en train d'avancer. On parle Afrique. Non. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Oublions le Congo. Parlons Afrique. Nous ne devons pas penser que nous réglons le problème par Kagame, parce que nous avons des problèmes à l'interne que nous n'avons pas réglés. Il y a une faiblesse de l'État ici. Non, parlons du Rwanda. Je veux parler du Rwanda, mais je veux d'abord comprendre... Non, oublions le Congo. Je veux le contextualiser. Il ne faut pas placer ces problèmes dans une perspective en disant, si le Rwanda s'affaiblit, c'est tant mieux pour nous. Non. Nous avons le problème de Katanga, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. J'analyse, Jean-Marie, je fais une ouverture pour comprendre la situation par rapport au Congo. Je ne cherche pas les prétextes. Non, par rapport au Congo. Donc, d'abord, il faut analyser cette question en tant que problème du Rwanda. Ça ne changera pas grand-chose dans la politique congolaise où l'État est défaillant. Ça, c'est évident. Dans plusieurs parties du territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Mais Kagame fait semblant de lâcher du lest. Où vous avez vu, j'entends Daniel le dire, Kikwete a parlé du dialogue organisé au Rwanda. Vous avez entendu de puissance soutenir la position de Kikwete? Où est-ce que vous avez entendu la communauté internationale mettre la pression sur le Rwanda? Où? Depuis quand? La communauté internationale a une compréhension sur le Rwanda parce qu'elle se sent responsable. Donc vous, en tant que démocrate, je suis en train de vous faire l'analyse. Hein. Ne me demandez pas de vous donner mes sentiments. Ce n'est pas que j'aime ou que j'aime pas. Non, ce n'est pas que j'aime ou j'aime pas. Je vous dis que la communauté internationale a la conscience chargée parce qu'elle a laissé le Rwandais s'entretuer. La MINUAR, la mission des Nations Unies, était sur place. Quand la guerre a éclaté, je suis en train d'avancer. Mais laisse-moi terminer ma pensée. C'est ce que moi je comprends selon mes informations.
la communauté internationale a la conscience chargée et la communauté internationale estime que les tensions ethniques sous-jacentes au Rwanda sont telles que si on laisse fonctionner la démocratie telle qu'elle doit fonctionner, on risque de revivre de graves affrontements. Donc autrement dit, je suis en train de faire ma réflexion, Jean-Marie. Oui. Toi, tu as ton point de vue. Moi, c'est mon analyse, j'ai vécu au Rwanda, c'est ce que je comprends. Oui.